Sortir du nucléaire est un thème de campagne qui est repris au-delà des partis écologistes. En 2017, Yannick Jadot, d'Europe Écologie Les Verts, et le socialiste en rupture de banc, Benoît Hamon, s'étaient déclarés pour une sortie du nucléaire en 2025. Pour Mélenchon, le nucléaire est devenu trop dangereux. Selon lui, il faut planifier la relève énergétique, il faut 100% d'énergie renouvelable. Ces postures visent à attirer un électorat inquiet, et on le comprend, des risques liés aux centrales nucléaires. Mais à l'image de leurs prédécesseurs, s'ils avaient été élus, les uns et les autres auraient sans doute renoncé à leurs objectifs. Comme cela a été le cas de François Hollande, dont l'un des 60 engagements était la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% à l'horizon 2025. Un objectif que Hollande et ses ministres écologistes ont laissé intégralement à Macron. Et avec Macron, c'est l'écologiste Nicolas Hulot, ministre d'État, qui a annoncé le report de cet objectif en 2035. Tous promettent de s'occuper du nucléaire, mais une fois au pouvoir, tous s'alignent derrière les intérêts des capitalistes qui ont le véritable pouvoir de décision. L'énergie nucléaire représente en France 75% de la production d'électricité, contre 10% en moyenne dans le monde. C'est le résultat des choix faits par l'État dans les années 1970. Il s'agissait de favoriser cette technique au nom de l'indépendance énergétique de la France, oubliant que l'uranium est extrait au Niger, plus au cœur de la France-Afrique que de l'Hexagone. Ce choix a offert pendant des décennies un marché au roi du BTP et à toute la filière nucléaire, qui va de la construction et de la maintenance des réacteurs au traitement du combustible et des déchets. L'aspiration à échapper aux dangers du nucléaire est compréhensible. La production d'électricité par le nucléaire est une technologie qui représente un danger. Les accidents de Tchernobyl en 1986 et surtout celui de la centrale de Fukushima en mars 2011 l'ont démontré de façon dramatique. Les conséquences de ces accidents continuent de se manifester des années après, car toute une région est gravement polluée par les déchets et les rejets radioactifs. Mais pour nous, le problème n'est pas de contester une technique, ni de demander à l'État de trouver la solution. Le vrai problème est de contester l'usage que les capitalistes et l'État qui est à leur service font du nucléaire. Car c'est la course à la rentabilité financière qui constitue le danger le plus grave. L'accident de Fukushima en est l'illustration. En 2011, un tremblement de terre a provoqué un tsunami qui a frappé la région de Fukushima et la centrale nucléaire. La catastrophe naturelle entraîna une catastrophe industrielle qui, elle, n'était pas naturelle. La perte de contrôle de 4 des réacteurs, la fusion des cœurs d'uranium, ont été le résultat des négligences de la société qui gérait la centrale, la société TEPCO. TEPCO est une société privée qui possède la centrale de Fukushima et bien d'autres. Dans les semaines qui ont suivi, TEPCO a menti, en minimisant la gravité de l'accident. La société a caché la fusion des réacteurs par exemple. TEPCO se préoccupait avant tout de limiter les dégâts pour les actionnaires. Il s'agissait aussi de cacher les défauts dans l'entretien de la centrale, les économies qui avaient été faites sur la sécurité. Autant de choix qui ont empêché les travailleurs de la centrale d'éviter la catastrophe. Dans le nucléaire, comme dans tous les secteurs d'activité, c'est la rentabilité financière qui prime et impose sa loi. À Fukushima, cela s'est traduit par une pression sur la gestion du site, la priorité étant de dégager le maximum de profit, d'où les économies irresponsables sur la sécurité du site et la mise en danger des travailleurs, ainsi que des populations alentours. Ces choix se sont faits avec la complicité de l'État qui a soutenu TEPCO, avant, durant et après la catastrophe. Des aides financières ont été ainsi allouées pour faire face au coût du chantier de décontamination, autant que les actionnaires n'ont pas eu à assumer. Et cela continue. L'accident nucléaire est indirectement responsable de plusieurs milliers de décès, des dizaines de milliers d'habitants ont dû abandonner leurs maisons proches de la centrale. TEPCO indemnise les victimes depuis des années en recevant de l'argent d'un fonds créé spécialement et alimenté par l'État, entre autres, et aussi par l'ensemble des compagnies japonaises d'électricité. En février 2017, 3 dirigeants de TEPCO ont été mis en examen. Il a fallu pour cela la ténacité de plusieurs organisations. Le gouvernement a freiné autant qu'il a pu, ne voulant pas de procès. Les dirigeants de TEPCO ont plaidé non coupables et 2 ans plus tard, ils ont eu gain de cause. En septembre 2019, ils ont été acquittés. L'entreprise TEPCO et l'État ont malgré tout été condamnés, mais à des amendes symboliques. Quant aux actionnaires qui se sont enrichis,
grâce à la centrale et dont la pression est la cause des défauts de sécurité, ils n'ont jamais été inquiétés. Cette domination des intérêts capitalistes existe ici en France aussi. L'interminable chantier de la centrale EPR de Flamanville, dans la Manche, le montre. Lancé en 2007, ce réacteur nucléaire nouvelle génération devait entrer en fonction en 2012. Une cascade d'incidents, de malfaçons, des défauts de soudure, des défauts de bétonnage ont entraîné le report de la mise en route, qui n'aura désormais pas lieu avant 2023. Quant au coût du chantier, il a explosé, passant de 3 milliards d'euros à 12 milliards. Parmi les malfaçons qui ont stoppé le chantier, il y a l'affaire de la Forge du Creusot, qui a fourni des pièces non conformes. La Forge du Creusot est un ancien site produisant des pièces depuis les années 1960 pour les centrales nucléaires du monde entier. En 2003, l'entreprise a été reprise par un homme d'affaires, Michel-Yves Bolloré, le frère aîné de Vincent Bolloré. Ce financier savait pouvoir compter sur les commandes d'Areva, aujourd'hui Orano, et de EDF. Son objectif était de tirer de la forge le maximum de profit. Faute d'investissement, l'entretien du site s'est dégradé. La forge s'est éloignée des normes de fabrication qui s'imposent dans le nucléaire. Les donneurs d'ordre, Areva et EDF, deux entreprises dont l'État est actionnaire, connaissaient cette situation. Elles ont persisté à passer leurs commandes auprès de la Forge du Creusot. Face aux alertes de l'autorité de sécurité nucléaire, l'ASN, Areva a fini par racheter la forge à Bolloré pour 10 millions d'euros. 3 ans auparavant, Bolloré ne l'avait acheté que 800 000 euros. Un sacré bénéfice pour celui qui avait laissé le site se dégrader. Mais la forge n'avait plus les capacités techniques de produire la cuve de la centrale. Avec Areva, la dégradation du site s'est poursuivie. Un militant CGT l'a dénoncé. Je cite, « Il y a quelques années, s'il le fallait, on arrêtait une machine, un jour ou deux. On vérifiait si les pièces étaient bonnes. On demandait l'autorisation avant de poursuivre. Aujourd'hui, on essaie de faire tourner les machines sans interruption. On ne se pose pas la question de savoir si on peut mettre en danger la qualité des pièces ou pas. » L'ASN s'est inquiété de leur qualité et a demandé à Areva de prouver que les pièces étaient valables. Durant les années qui ont suivi, Areva n'a pas pratiqué d'analyse. Ce n'est qu'en janvier 2014, alors que la cuve était installée, que des tests ont été pratiqués, montrant que la cuve n'était pas conforme. Chez Areva, comme chez EDF, les capitaux publics sont majoritaires. Mais comme n'importe quelle entreprise capitaliste, elles cherchent, toutes deux, à produire à moindre coût, pour être rentables et concurrentielles. Elles sont poussées à réduire leurs coûts de fonctionnement, d'autant plus qu'elles doivent aussi servir de vache à lait pour les bétonneurs et autres fournisseurs de matériel électrique. C'est par exemple Bouygues qui a fourni le béton sur le site de l'EPR et qui est responsable d'autres malfaçons. Le chantier de l'EPR résume comment les tares congénitales du capitalisme pèsent sur le nucléaire comme sur toutes les activités humaines. Quant à l'état de la bourgeoisie, son rôle est là aussi de satisfaire les intérêts des grands groupes industriels et financiers et pas de garantir le bien-être de tous. Chez EDF, la loi du marché s'impose aussi. Ainsi, EDF a généralisé le recours à la sous-traitance pour l'entretien de ses sites. Cela bien avant l'ouverture du capital de EDF à des intérêts privés. Les embauches au statut EDF ont été gelées. La sous-traitance est passée de 20% à 80% des travailleurs sur les chantiers de maintenance. Des activités permanentes ont été sous-traitées dans le but de diminuer la masse salariale d'EDF et le coût de la maintenance. Les travailleurs de la sous-traitance ont des conditions de travail plus mauvaises que celles des employés EDF. Ils n'ont parfois pas de vestiaire à eux, doivent se changer sur les parkings ou sont logés dans de mauvaises conditions. Ils sont 22 000 à travailler dans les 19 centrales nucléaires de France, 22 000 salariés précaires embauchés par les entreprises sous-traitantes d'EDF. Ce sont eux qui assurent les tâches qui comportent le plus de risques et les travaux les plus exposés. Ils passent d'une entreprise à l'autre au gré des marchés. Ils passent de site en site, sans bien connaître les locaux, les installations, le matériel. Beaucoup sont des travailleurs nomades, qui enchaînent les contrats de centrale en centrale. Pour conserver leur emploi, ils sont poussés à prendre des risques avec leur santé, mais aussi avec la sûreté des installations. Ils reçoivent 80% des doses annuelles de radioactivité, contre 20% aux agents de EDF. Ils ne sont pas pris en compte dans les études épidémiologiques officielles. Dans ces conditions, le suivi des travaux est plus compliqué. Les risques augmentent, d'autant qu'avec le vieillissement des centrales, le besoin en entretien augmente aussi. Mais là aussi, ce sont des économies qui priment.
Auparavant, l'essentiel des travaux était programmé lors des arrêts de fonctionnement des réacteurs. Maintenant, de plus en plus d'interventions ont lieu durant le fonctionnement des réacteurs. C'est une pratique qui s'est généralisée, qui s'est banalisée, alors qu'elle était impensable auparavant. L'enjeu est d'exploiter les réacteurs au maximum en réduisant la durée des arrêts. Ces arrêts sont passés de 45 jours à 32 jours, c'est 13 jours de production supplémentaire. La course au profit pousse enfin EDF et l'État à prolonger la durée de fonctionnement des centrales prévues pour une durée de 40 ans. Elle pourrait fonctionner 50 ans. La centrale de Fessenheim est la plus ancienne. Ouverte en 1978, elle a dépassé les 40 ans de fonctionnement. Elle se situe dans une zone inondable, ce qui a failli coûter cher, car la centrale a été victime en 2014 d'une inondation. Incident classé bénin par l'ASN, mais qui aurait été en réalité plus grave, comme l'a révélé la presse allemande 2 ans après. Un exemple qui montre que EDF, mais aussi l'ASN, ont tendance à minimiser les incidents, afin de cacher les conséquences de la gestion des centrales. La décision a été prise de fermer la centrale de Fessenheim avant 2021. Cette fermeture est inévitable. Il faudra bien fermer les centrales les plus usées. Mais dans quelles conditions cette fermeture se fera-t-elle? Le conseil d'administration de EDF a obtenu d'importantes indemnités financières de la part de l'État, près de 500 millions d'euros d'ici 2021, et bien davantage pour compenser le manque à gagner d'ici 2040. Dans ce conseil d'administration de EDF, il y a 6 administrateurs qui représentent le MEDEF. Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF, un dirigeant de Lafarge, de Capgemini, de Vallourec ou de Saint-Gobain. Autant de groupes qui se sont enrichis sur le dos de EDF et qui ont tout intérêt à ce que cela continue. Les travailleurs et la population alentour ne bénéficieront pas des mêmes garanties. Il y a 800 employés EDF de la centrale, mais il y a aussi des milliers d'emplois de sous-traitants. Les fermetures de grandes entreprises s'accompagnent toujours d'une catastrophe sociale pour toute une région. Il n'y a aucune raison que cela soit différent pour la centrale. Les travailleurs de EDF ou des sous-traitants ont bien des raisons de s'inquiéter pour leur avenir. Ils ne devront compter que sur leur mobilisation pour ne pas être les perdants si la fermeture se confirme. Et quelle assurance a-t-on que le démantèlement se déroule sans danger? Ce sont ceux qui mettent en danger les centrales par leur gestion qui seront chargés du démantèlement. Celui-ci sera aussi soumis au jeu de la rentabilité. Et même réalisé sous le contrôle de l'État, cela n'offre pas plus de garanties tant l'État est inféodé à la finance. Voilà pourquoi la revendication de la nationalisation de EDF, réclamée par des syndicats ou le Parti communiste français, n'offre aucune garantie, car l'État n'est pas au service des travailleurs. La course à la rentabilité de EDF a commencé d'ailleurs bien avant sa privatisation partielle. Reste le problème du stockage des déchets radioactifs. C'est pour le moment un problème laissé aux générations futures. Mais là aussi, ce n'est pas spécifique au nucléaire. C'est en fait dans tous les secteurs d'activité que ce problème se pose. L'explosion de l'usine AZF à Toulouse en septembre 2001 a été le résultat du mauvais stockage de produits potentiellement explosifs. Ce n'était pas seulement une négligence, mais la conséquence des économies faites sur le stockage. L'exemple du site de stockage Stocamine dans le Haut-Rhin le montre aussi. Amiante, mercure, arsenic, cyanure, Stocamine accueille des déchets industriels. Dans les années 2000, un incendie y a duré 2 mois et a conduit à la condamnation du site. Mais le site n'est pas vidé de ces déchets et il y a toutes les chances qu'il pollue la nappe phréatique. Plus récemment, l'incendie du site Lubrizol à Rouen a montré l'irresponsabilité de cette société en matière de stockage de produits pétroliers, avec la complicité des autorités qui s'en remettent aux sociétés elles-mêmes pour respecter les normes de stockage. Dans les pays industrialisés, malgré qu'il existe des normes un peu moins lâches en raison d'une pression de l'opinion publique, on peut multiplier ces exemples à l'infini. Dans les pays pauvres, où le capitalisme agit presque sans aucune entrave, la gestion des déchets y est encore plus catastrophique. Nombre de ces pays servent d'ailleurs de dépotoir. C'est bien sûr le cas du Niger, où l'uranium a été extrait sans souci de protection des populations et des travailleurs. Mais un domaine qui n'est pas spécifique au nucléaire. En 2006, la société Trafigura a fait déverser des déchets toxiques, stockés sur un navire, le Probo-Koala, dans plusieurs quartiers d'Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire. Les émanations toxiques entraînèrent la mort de 17 personnes et l'intoxication de dizaines de milliers d'autres. La production d'énergie est une activité indispensable, mais qui pose des problèmes.
Le nucléaire représente un danger, bien sûr. La production par les techniques basées sur les énergies fossiles, le gaz, le diesel ou le charbon, représente également un danger, car ces derniers reproduisent un gaz qui aggrave l'effet de serre et le réchauffement climatique. Les énergies renouvelables ne sont pas sans inconvénients non plus. Éoliennes ou panneaux solaires dépendent des conditions climatiques pour produire. Et dans cette société dominée par le capital, elle s'accompagne aussi d'une pollution importante. Car éoliennes ou panneaux solaires ont besoin de matières premières qui sont extraites dans les pires conditions pour les travailleurs et l'environnement, au Congo ou en Mongolie entre autres. Mais le fond du problème est que la production d'électricité soit soumise à la loi du profit et de la concurrence, qui entraîne inévitablement négligence dans la gestion, irresponsabilité des profiteurs et danger pour la collectivité. Il n'y a donc pas de bonne solution au sein du capitalisme. Il n'y a pas d'autre solution que d'écarter les capitalistes de la gestion de la société. Il faut les exproprier et démolir l'État qui les protège. La production d'énergie, comme toutes les productions, doivent être placées sous le contrôle des travailleurs et de la population dans son ensemble. Elle doit être planifiée en fonction des besoins dans le plus grand respect possible de la planète. La collectivisation des moyens de production permettrait que le choix de produire l'électricité par telle ou telle technique soit décidé de façon démocratique, après un débat impliquant tout le monde. Depuis des millénaires, les activités humaines ont un impact sur la planète. Avec le capitalisme, cet impact devient une menace sur l'avenir de l'humanité elle-même. Pour les capitalistes, c'est « après moi le déluge ». Seule une société communiste est en mesure d'organiser la production de façon à satisfaire les besoins de tous, tout en préservant la planète, et comme le disait Marx, en gérant la terre en bon père de famille.